Bernard Worms, bonjour. Bonjour. Président du CNTGI, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, ancien directeur général de l'ANIL, expert dans le domaine du logement. Alors, vous avez remis récemment au ministre du Logement et au ministre de l'Économie votre rapport de 130 pages sur la révolution numérique et le marché du logement. C'est un rapport réalisé avec le concours de France Stratégie, dont le co-auteur est Pierre-Yves Cusset. Alors, d'une façon déjà très générale, quel est l'impact de cette révolution digitale sur le marché du logement au sens large? Nous avons essayé de regarder ça en France et surtout à l'étranger. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que, alors que l'organisation du marché du logement est très différente, et notamment des professions de l'immobilier très différentes dans les différents pays, eh bien, on a une évolution un peu semblable. La première, c'est que pour le consommateur, il a parfaitement intégré la révolution numérique et désormais toutes les recherches de logement commencent sur Internet. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la part de marché des professionnels n'a pas diminué. Dans aucun pays, il y a des nouveaux acteurs, mais ces nouveaux acteurs s'insèrent dans le processus traditionnel de vente et on aurait pu penser que les agents immobiliers connaîtraient une évolution un peu comme les agences de voyage, par exemple, ou comme les courtiers en valeurs mobilières. Ça n'a pas été le cas. Partout, les agents immobiliers ont conservé leur part de marché, sauf peut-être dans le domaine de la location, où là, les plateformes les remplacent un peu. Et puis, je laisse de côté la location de courte durée, parce que là, on ne peut pas dire que les plateformes ont remplacé les professionnels, puisque ce sont de nouveaux usages du logement qui sont apparus. Quelles sont quand même les grandes différences, notamment avec les pays, les anglo-saxons? Écoutez, les anglo-saxons, déjà, alors que chez nous, on pourrait dire que dans le domaine de la transaction, les chiffres sont un peu incertains, mais il doit y avoir à peu près 60% de transactions qui se font avec un agent immobilier. À l'étranger, dans les pays anglo-saxons, la quasi-totalité, enfin 90% des transactions font intervenir un agent immobilier. Deuxièmement, nous avons un taux très faible de mandats dits exclusifs. On a pas plus de 20 à 30% de mandats exclusifs. Dans ces pays-là, il y a 90% de mandats exclusifs. À part ça, l'organisation des professions est très différente. On ne peut pas dire qu'il y a un modèle anglo-saxon. Vous savez, en Angleterre, il y a un seul agent. Oui. Comme en France, n'importe qui peut s'installer. Vous pouvez vous installer, vous mettez une affiche Dupont ou Smith, agent immobilier, vous le faites. Aux États-Unis, c'est plus réglementé, un peu comme on l'est en France. Et il y a deux agents, un pour le vendeur, un pour l'acheteur. En revanche... Et les honoraires? Alors, les honoraires, c'est une des choses les plus surprenantes, parce qu'au fond, le niveau des honoraires pour un service qui est, je dirais, sensiblement équivalent. Il va de 1 à 3 et de 1 ou presque de 1 à 4 selon les pays. C'est aux États-Unis que c'est le plus cher, c'est en Angleterre que c'est le moins cher. Aux États-Unis, c'est près de 6%. En Angleterre, c'est entre 1,2 et 2%. En France, on est un peu en dessous de 5%. Donc on est quand même dans les pays où c'est cher. Et curieusement, les économies qui sont générées par les nouvelles technologies ne profitent pas aux particuliers, du moins n'en profitent pas monétairement. C'est-à-dire que la concurrence, en un mot, elle ne se joue pas sur les honoraires. D'accord. Deuxièmement, autre volet important, c'est le traitement des nouveaux usages de la location temporaire. À l'heure où Berlin, Amsterdam durcissent les conditions de location pour ces plateformes touristiques, type Airbnb, car ce sont en fait des logements moins pour les habitants et ça devient de véritables machines à cash. Que préconisez-vous dans le domaine? Alors, là aussi, il y a à peu près les mêmes conséquences partout. C'est-à-dire, ce sont des nouveaux usages. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Alors, dans certains pays, dans la plupart des capitales, on estime que ça va faire diminuer le nombre de logements pour les habitants. C'est le cas de San Francisco, New York, Barcelone. Il semble que Londres ait une attitude plus favorable. Mais je dirais, ça c'est assez facile à contrôler. Et de ce point de vue-là, il suffit de définir les usages, d'avoir des seuils, plus de temps, plus de telle durée, plus de tel revenu. Finalement, même si la plateforme est à l'étranger, c'est assez facile à faire, puisque les bailleurs, eux, les propriétaires, eux,
ils sont à Paris. Alors, il y a un problème un petit peu particulier qui est celui des locataires. Puisque les locataires, en gros, n'ont jamais le droit de le faire. Si Ils doivent demander l'autorisation Oui, officiellement mais dans le parc social, c'est refusé. Et dans le parc privé, dans tous les baux, on trouve une interdiction de sous-louer. Alors, le vrai problème que ça pose, c'est qu'on utilise, pour des usages tout à fait nouveaux, des textes qui ont été conçus pour tout à fait autre chose. La sous-location, c'est quelque chose qui a dû être très fortement réglementé après la loi de 48, qui réglait des problèmes de maintien dans les lieux. Là, pour des gens qui louent, disons pour une courte durée, quand ils partent en vacances, c'est un système d'échange. Ça existait depuis longtemps dans des micro-milieux, ça prenait la forme du troc. Bon, maintenant, la plateforme, elle permet d'élargir les partenaires à cet échange, oui, c'était fréquent chez les universitaires, et elle monétise l'ensemble. Bon, il nous semble que pour des locations de très courte durée, c'est-à-dire ce qui correspond aux vacances du particulier, moins de 3 semaines ou moins d'1 mois, ça ne devrait pas être traité comme de la sous-location, et ça devrait être possible. Donc vous préconisez pour les locataires en fait, qui souhaitent sous-louer leur logement, en fait, de rendre la pratique possible par défaut pour une durée de 3 semaines, mais pas plus. Voilà, 3 semaines, et pour ne pas déséquilibrer les clauses du bail, il faudrait que le revenu qu'on en tire ne soit pas supérieur au loyer qu'on paye pour la même durée, c'est-à-dire moins de 3 semaines. Et puis, dernier volet, autre volet très important de votre rapport, c'est tout ce qui concerne en fait la transparence. Et notamment, ça part sur l'accès à tous, déjà des données sur les prix, justement, les locations, cette transparence. Alors, ça pose un véritable problème, parce qu'au fond, si les professions n'ont pas été encore, je dirais, bousculées par la révolution numérique, l'histoire ne s'arrête pas là. Et, à mon avis, c'est autour de la maîtrise des données que pourrait se réorganiser le marché. Alors, pour l'accès aux données de tous, on a une situation assez particulière en France et qui est plutôt favorable, dans la mesure où c'est, à ma connaissance, enfin, c'est le seul pays que l'on ait vu qui s'arroge le droit de demander d'un côté aux notaires, qui sont des officiers ministériels, la communication des prix, et d'autre part aux agents immobiliers, pour les observateurs, la communication des loyers. Bon, maintenant, il faut que l'accès à ces informations soit largement partagé et qu'il soit absolument égal pour tous. À plus long terme, on peut penser, c'est ce qu'on voit aux États-Unis actuellement, notamment au Canada aussi, qu'il va y avoir une lutte forte pour la maîtrise des données et que c'est ça qui risque de dessiner le futur paysage du logement à long terme. Mais ce qu'on appelle à long terme dans ce domaine, c'est peut-être 2 ans ou 3 ans. D'accord. Et puis en matière de transparence, il y a tout ce qui touche aussi la dématérialisation et les contrats, en fait, sur la validité, l'aspect de la validité. Alors là, je crois que c'est un point, je dirais même c'est là où on fait les recommandations les plus nettes, c'est que actuellement, il y a une possibilité à la fois de rapidité, de souplesse et d'économie en dématérialisant toutes les communications, que ce soit les communications à propos des copropriétés, à propos des ventes. Et la règle qu'on préconise, elle est simple, c'est de dire que dès lors que l'une ou l'autre des parties peut y renoncer et préférer une communication papier, dès lors qu'il n'y renonce pas, l'autorisation doit être la règle et l'interdiction l'exception, parce qu'on ne peut pas freiner ce mouvement qui est un mouvement finalement tout à fait favorable. Et actuellement, il faut bien dire qu'il y a un certain nombre de textes qui empêchent encore les professionnels de l'immobilier, que ce soit les acteurs en place ou les nouveaux acteurs, de tirer pleinement parti des possibilités de la dématérialisation. Très bien. Que va devenir ce rapport ? Écoutez, je pourrais dire comme beaucoup de rapports. Non, je pense que normalement, je pense que les recommandations concernant la dématérialisation ont de bonnes chances de voir le jour. Les recommandations concernant le Airbnb, je ne peux pas savoir. Et puis, disons qu'un constat un peu plus général qu'on fait à l'occasion de ce rapport, c'est que, au fond, l'évolution des professions n'est plus entre les mains de l'État. Au fond, il y a 15 ans, l'État a un peu perdu la main sur tout ce qui était
taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ce n'est plus le gouvernement qui en décide. Il me semble que la dématérialisation fait que dans beaucoup de domaines, l'État n'a plus les moyens d'orienter l'évolution de la profession. Donc c'est ce qui fait qu'on ajoute un certain nombre de recommandations qui ne sont pas tournées vers l'État. C'est à suivre. Bernard Worms, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.